Bon ben, bonsoir à tous, hein, je vois que vous êtes assez nombreux, donc c'est impressionnant. Et donc du coup, comme, effectivement Jean-François m'a présenté, je suis en fait docteur en biologie et je suis au Muséum national d'histoire naturelle depuis, maintenant, 36 ans puisque j'ai été embauchée, en décembre 88 et je suis bientôt à la retraite, hein, donc en fin d'année. C'est vrai que je suis tombée dans le monde des araignées un petit peu par hasard, hein, je dirais même carrément par hasard, au cours de mon cursus universitaire, donc il y a une quarantaine d'années et on m'a proposé un sujet sur les insectes qui, mangent, hein, les araignées et en particulier les œufs d'araignées. Donc c'est comme ça que j'ai découvert un peu le monde fascinant des araignées, donc à travers cette proposition de sujet au cours de mon doctorat. Donc j'ai commencé à découvrir un petit peu ces araignées et j'ai trouvé ça fascinant, hein, et puis en plus je suis tombée sur un groupe, qui est souvent méconnu, qui a beaucoup d'idées fausses et j'ai eu à cœur en fait toutes ces années de, changer un peu le regard des gens par rapport à ça. Donc en plus de ma recherche et de mon enseignement, hein, parce que je suis enseignante-chercheuse et je le revendique, c'est important aussi de transmettre. J'ai voulu aussi transmettre à travers, tout public. Et c'est, dans ce cadre qu'effectivement j'essaye de participer à un certain nombre d'animations, de conférences, de médias ou d'ouvrages tout public pour pouvoir, changer ce regard et accepter qu'on ait ces organismes autour de nous, hein, et mieux les faire connaître. Donc ce soir, on avait décidé effectivement, de faire cette thématique autour de, un petit peu, les araignées, source d'inspiration. Donc, je ne vais pas rentrer dans toute la diversité du monde des araignées. Donc, je vais redonner d'ailleurs le chiffre plus actualisé, parce que c'est vrai que ça augmente, assez régulièrement au niveau du nombre d'espèces, qu'il peut y avoir à l'heure actuelle. Et on va rentrer effectivement dans, en particulier, cette caractéristique, qu'ont les araignées de produire des fils d'un matériau qu'on appelle la soie et qui est, quand même très, résistant, ténace et élastique. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Je vais donc vous partager, ma présentation et on va pouvoir démarrer là-dessus. Donc on va rentrer effectivement dans la diversité un petit peu, hein, donc assez succinctement parce qu'on ne va pas pouvoir effectivement traiter de toutes les espèces d'araignées, bien évidemment, et découvrir un petit peu cette source d'inspiration. Donc on va suivre un petit peu ces fils de soie. Donc ce que vous voyez à l'écran comme première diapositive d'ailleurs, c'est, donc on ne va pas parler de toile, hein, souvent, je demande en fait aux personnes quelle est la caractéristique des araignées et on me répond souvent la toile. C'est une des idées fausses, hein, puisque, elles ne font pas toutes des toiles déjà. Les toiles peuvent être aussi de formes différentes, hein, parce qu'elles peuvent être régulières ou irrégulières, en nappe avec un entonnoir, en réseau, en tube, etc. Et toutes, hein, donc la moitié des espèces, grosso modo, ne font pas de toute façon de toile piège pour capturer leur proie. Par contre, toutes produisent des fils d'un matériau qu'on appelle la soie, et c'est ce que vous voyez sur cette première image, tous ces enchevêtrements de fils qui constituent en fait des déplacements des araignées et qu'on voit très facilement avec la rosée du matin, hein. Donc c'est vraiment un moment très propice à l'observation des, des différents déplacements des araignées et de leur construction. Donc c'est vraiment très très joli, hein. Donc je vous conseille de vous lever tôt, hein, pour pouvoir avoir ce genre de paysage quand même assez fascinant. Donc allons-y et déjà quelques informations générales. Donc c'est vrai que les araignées, sont répandues vraiment sur toutes les surfaces du globe. Alors la majorité sont dites, terrestres, mais il y en a aussi qui sont terricoles, il y en a qui sont arboricoles dans les arbres, il y en a qui sont jusqu'à 6 700 m d'altitude dans l'Himalaya, il y en a qui sont dans les déserts, il y en a qui sont aussi dans des zones, de balancement des marées. Donc vraiment tout un tas de types d'habitats, voire de micro-habitats sont utilisés par les araignées. Bon, ce qui ne rassure pas toujours quelquefois les phobiques ou ceux qui ont des peurs plus ou moins marquées. Mais en même temps, ce n'est pas forcément les animaux qui sont les plus nombreux, hein, non plus, hein, par rapport aux insectes, par rapport à des acariens, etc. Mais c'est vrai qu'on en a quand même partout, sauf aux deux pôles. Alors, la majorité des araignées sont solitaires. Vous allez le voir, la masse des araignées qui, comme vous le voyez au niveau des tailles, sont quand même assez
avec une gamme de taille qui est quand même assez importante, puisque les plus petites qui ont été trouvées, c'est 0,4 mm de taille de corps, hein, on ne parle pas des pattes, de l'envergure des pattes, jusqu'à peu près 13 cm de taille de corps, sachant que la moyenne, hein, donc au niveau des araignées, dans le monde entier, hein, ce n'est pas parce qu'on va sous les tropiques qu'il y a forcément que des grosses, il y en a qui sont plus grosses qu'en Europe, mais la majorité des araignées, même dans le monde entier, c'est autour de 5 mm à 1 cm de taille de corps. Et sur la grande majorité des araignées, c'est-à-dire, regardez ce chiffre donc, qui a été, que j'ai pris donc sur un catalogue mondial des araignées, donc on a la chance d'avoir ça dans le monde des araignées, un catalogue qui répertorie tous les articles qui sortent sur les descriptions d'espèces au jour le jour. Et Jean-François disait tout à l'heure plus de 50 000 espèces, hein, donc c'est vrai, mais on est même sur plus de 52 000 espèces à l'heure actuelle, en 136 familles différentes. Et la moyenne de taille de toutes ces araignées, c'est autour de 5 mm à 1 cm de taille de corps. Donc vous voyez déjà qu'on rentre déjà dans cette diversité quand on voit déjà le nombre d'espèces. Sachant qu'en France, on est sur environ 1700 espèces en 49 familles différentes. Donc on peut d'ailleurs dire que bon, on a au nombre d'espèces, on est plutôt autour de 1650, et si on met les sous-espèces, on est un peu plus de 1700. Donc voilà déjà cette diversité, et vous allez bien évidemment avoir à l'écran des différentes araignées, hein. Donc je ne vais pas forcément toutes vous les nommer, hein. Le but, c'est pas que vous connaissiez toutes les araignées, hein, mais vous en avez une en haut qui se déplace justement sur des fils de déplacement, qui est une jeune araignée qu'on appelle la méta d'automne et qu'on trouve assez fréquemment effectivement, donc adulte à l'automne dans des zones un petit peu ombragées et humides. Et vous en avez une juste en dessous qui est une araignée qu'on appelle les concombres. Enfin, c'est dans le groupe des concombres. Elle est un peu verdâtre, hein, si vous arrivez à voir un petit peu la coloration au niveau de l'abdomen. Et elle vient juste de sortir de son ancienne peau, de son ancien exosquelette, puisque les araignées grandissent en muant. Et elle était en train de faire un petit peu des mouvements de gymnastique. Elle était un peu encore molle au moment où a été prise la photo. Elle faisait des petits mouvements pour, au moment du durcissement de la carapace, avoir les articulations qui continuent à être quand même assez souples. Alors, ça, c'est un élément qui est repris assez régulièrement. Les araignées sont-elles venimeuses, hein? C'est la question qui est souvent posée, sachant que dans la tête des gens, souvent, venimeuse est associée, hein, à dangereuse pour moi, hein, dangereuse pour l'humain. Alors, n'associons surtout pas les deux termes qui ont deux définitions différentes. Et quand on parle d'animaux venimeux, hein, il n'y a pas que les araignées, bien sûr, qui sont venimeuses, il y a aussi des serpents, il y a des scorpions, parmi les arachnides, donc les groupes proches. Il y a aussi les pseudoscorpions, pour ceux qui connaissent. Il y a parmi les acariens, on parle aussi d'animaux venimeux chez les tiques, hein, chez les ixodidés, qui, quand elles font leur repas sanguin, ont aussi des toxines qui sont injectées au moment de leur prise de repas sanguin. Donc tous ces animaux-là peuvent posséder du venin. Donc c'est ça la définition d'un animal venimeux, c'est des animaux qui possèdent du venin. Et pour la grande majorité de ces animaux venimeux, le venin est prioritairement utilisé pour se nourrir. Donc oui, les araignées sont pratiquement toutes venimeuses. Elles ont du venin pour se nourrir, c'est-à-dire pour injecter leur venin dans des proies, les paralyser, et en même temps, dans les venins, c'est une sorte de cocktail de tout un tas d'éléments, hein, dont des protéines, dont des toxines. Et il y a aussi des enzymes qui vont commencer à liquéfier les tissus des proies. Et les araignées vont en même temps régurgiter un suc digestif qui va permettre justement cette liquéfaction externe des proies dont elle va se nourrir ensuite, hein, donc elle va absorber cette bouillie par le tube digestif. Et ensuite, effectivement, vous avez quelquefois, quand vous avez des araignées dans un même endroit, dans une habitation, vous avez quelquefois des petites gouttelettes qui sont tombées juste en dessous et qui correspondent en fait au rejet, hein, au niveau de l'anus, de ces petites gouttelettes liquides. Donc presque toutes venimeuses. Sur les 52 803 espèces, on a à peu près 200 espèces où on n'a pas trouvé de glande à venin. Donc c'est très très peu. La durée de vie de la majorité des araignées, hein, je vous donne des éléments un peu généraux pour commencer cette présentation. Donc, durée de vie de la majorité des araignées, c'est 1 à 2 ans, donc c'est des cycles annuels, voire bisannuels.
Et puis certaines, ont plusieurs générations dans une année, hein, donc elles vivent quelques mois seulement, jusqu'à ce qu'on a pu observer dans la nature à une vingtaine d'années, hein, donc pour, certaines espèces qui sont pas forcément toutes de grande taille, mais bon, qui peuvent, effectivement vivre une vingtaine d'années. Donc, en France, on a quand même, certaines, espèces qui peuvent vivre une dizaine d'années effectivement, mais la majorité des araignées ont un cycle annuel, voire bisannuel. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, elles se développent donc par mue. Alors voilà, on va rentrer donc dans l'image qu'on peut avoir des araignées qui est régulièrement faussée, puisque ça ne nous donne pas une image de la biodiversité, de la diversité en fait des formes, des comportements des araignées, et cetera. Donc on focalise en fait souvent sur les araignées qu'on peut trouver dans nos habitations, hein, donc qui sont les plus proches de nous. Heu, Araignées qui souvent, peuvent être aussi rencontrées, en extérieur, mais toujours dans des endroits abrités, puisque ces espèces vont fréquenter nos habitations ou nos dépendances, parce qu'elles recherchent forcément des endroits abrités dans leur mode de vie. Alors je ne sais pas si vous reconnaissez, mais bon, je pense que vous avez déjà été confronté à, des situations comme, celles qu'on a, en haut, à côté de la bouche de l'évier, hein, donc ce qu'on appelle les tégénaires des maisons, dont vous avez aussi une autre photo, donc là, sur la toile en nappe avec l'entonnoir, donc qui caractérise un petit peu cette famille des âges. Effectivement, cette image, souvent avec ce contraste, un peu sombre, sur un sur un mur blanc ou sur un évier ou un bac à douche, clair. Et qui fait quelquefois effectivement peur, à un certain nombre de personnes, hein. J'avais un phobique encore cet après-midi, au muséum, donc qui est focalisé un petit peu aussi, sur, ces grosses tégénaires et également, celle qui est présentée dans un angle de mur là, ce qu'on appelle la Zorops à pattes épineuses, que vous avez là caractérisée, par sa position de repos, hein, dans un angle, donc souvent, bien, immobiles avant d'aller chasser de nuit. Tout comme les tégénaires d'ailleurs qui sont aussi des espèces, à chasse nocturne, et que vous retrouvez sur, la toile à la nuit tombée, les pattes étalées sur sa nappe en attendant que des proies viennent à elle. Alors je peux aussi, donner un élément pour ceux qui ne connaissent pas, de différence entre mâle et femelle, parce que la situation qu'on a, justement dans l'évier ou le bac à douche, c'est souvent, observé à l'automne. Alors on dit souvent d'ailleurs que ces araignées-là rentrent parce qu'il fait froid, c'est une idée fausse aussi. Ce sont des araignées qui ont une période de reproduction, à l'automne et les mâles à ce moment-là, doivent aller chercher les femelles pour se reproduire, pour s'accoupler et que la femelle puisse ensuite pondre des œufs et c'est à ce moment-là qu'ils sont beaucoup plus errants dans l'habitation. Et vous les voyez effectivement donc pendant leur errance, ils ont besoin de boire assez régulièrement, ils vont dans des endroits où il y a un peu d'humidité et malheureusement, ils peuvent tomber le long des parois lisses des éviers, des bacs à douche, de la baignoire et ils se retrouvent piégés, là et vous avez la surprise quelquefois le matin de les trouver dans dans ces endroits. Pour éviter d'ailleurs ça, si vous voulez, vous pouvez mettre, à cette période, pour, accepter que vous avez aussi ces animaux-là en colocation, hein, chez vous, de mettre, une serviette, un torchon, sur le bord de ces éléments et vous aurez moins la surprise de les voir parce qu'ils pourront ressortir, en s'agrippant, à ces, éléments et ils ne s'épuiseront pas, la nuit, dans votre baignoire ou dans votre évier. Donc les mâles, on les reconnaît par les petites boules qu'il y a à l'avant, hein, donc qui correspondent aux bulbes copulateurs et qui sont, au bout des pédipalpes, hein. Vous avez les 4 paires de pattes qui servent à marcher et vous avez les pédipalpes à l'avant aux pattes mâchoires qui se renflent au fur et à mesure des mues pour les individus qui sont mâles et qui, effectivement, correspondent à ces petites boules, hein, qui sont visibles donc au bout de ces pattes. Et puis, bah, pour, illustrer un petit peu celles qu'on trouve très fréquemment aussi dans les habitations, dans toutes nos dépendances, ce sont les pholques. Alors qu'on nomme souvent les faucheux.
Faucheux, ce ne sont pas des araignées, ce sont d'autres arachnides qu'on appelle des opilions, et qui sont appelés faucheurs, faucheuses ou faucheux selon les régions. Heu, Ces araignées-là ne sont pas des opilions, sont vraiment des araignées. On a bien les 2 parties du corps qui sont bien distinctes, donc le céphalothorax à l'avant et l'abdomen à l'arrière, heu et ce sont des araignées qui sont présentes dans tous les endroits abrités. On peut les trouver aussi, dans des creux d'arbres et cetera, et ce sont des araignées qui font des toiles en nappe sous lequel elles se suspendent. On a déjà 2 toiles différentes avec les tégénaires, toile en nappe avec entonnoir sur lequel la tégénaire se met, et toile en nappe sous laquelle le folk s'installe. Donc vous avez cette représentation-là des araignées qui est assez restreinte en général. Alors bien sûr, il y a pas toutes les araignées des habitations, hein, on a une vingtaine d'espèces dans une habitation tout à fait, normalement, et même moi dans un appartement, à Vincennes au deuxième étage, j'ai déjà vu une dizaine d'espèces dans mon appartement tout à fait naturellement. Donc on va rentrer dans une autre diversité, donc je vais vous mettre un petit, hop, panorama de beaucoup d'autres espèces. Alors ce sont que des espèces qu'on peut trouver en France métropolitaine, hein, donc qui ont une répartition plus ou moins grande aussi au niveau européen, voire encore plus large. Donc déjà, regardez, un petit peu cette diversité de couleurs, de formes. Il y a des araignées qui sont sur des toiles régulières, il y en a d'autres qui ne sont pas sur des toiles. Celle qui est, sur l'eau, hein, donc vous voyez qu'il y en a une en fait qui est sur l'eau. En dessous, celle qui est représentée comme la veuve noire, donc la noire un peu arrondie avec des taches rouges, qui est notre veuve noire méditerranéenne, qui fait des toiles en réseau. Donc en dessous, on en a une qui, se déplace assez fréquemment sur l'eau, donc on appelle des dolomèdes, et qui peuvent aller plonger, quelque temps sous l'eau pour aller capturer des petits insectes aquatiques, des larves, des petits têtards et cetera. C'est parmi quand même nos grandes espèces, hein, parce qu'elles peuvent aller jusqu'à, grosso modo, 2 centimètres et demi, 3 centimètres de taille de corps. En dessous à gauche, vous avez d'ailleurs la seule espèce aquatique, qui est revenue à la vie aquatique au monde, c'est l'argironnette aquatique qui se trouve dans une petite bulle d'air. Elle vit dans des mares de faible profondeur, et elle fait cette petite cloche à plongeur dans la végétation aquatique, et elle va aussi capturer des proies qui sous l'eau. Ensuite, vous en avez qui font de la chasse, à l'affût, par exemple, au niveau de l'araignée qui est en jaune sur une fleur jaune, que vous distinguez peut-être à peine, qu'on appelle souvent les araignées caméléons. D'ailleurs, celle-ci, la mise humaine variable, change de couleur en fonction du support en à peu près 2 jours de temps, hein, donc c'est pas, aussi rapide qu'un caméléon ou que certains poissons. Donc vous avez comme ça une petite diversité des araignées. D'ailleurs, vous en avez une où on voit bien les bulbes co 2 où vous voyez bien les bulbes copulateurs, les 2 qui sont les plus, centrales à gauche et à droite, où là, on a effectivement donc, bien, la présence, de ces bulbes qui sont bien visibles sur les photos. Une petite position aussi qui est intéressante à noter sur la photo de la plus à droite en bas, avec une araignée qui a une des pattes qui est levée. Vous avez régulièrement en fait ces comportements des araignées, puisque les araignées, on va le revoir après par rapport à cette inspiration qu'elles peuvent, avoir présentée pour les humains, sont couvertes non pas de poils, si on est un peu plus rigoureux, même si le terme de poil est encore utilisé, régulièrement même par les aranéologues, hein, et c'était le terme qu'on utilisait, fréquemment avant. Mais ces sortes de poils sont insérés sur la carapace d'une autre façon, et pour celles qui sont sur les pattes, elles sont souvent innervées et reliées au système nerveux. Ce sont des soies qui sont dites sensorielles, mécanoréceptrices et chimioréceptrices, et régulièrement les araignées lèvent les pattes comme ça pour sentir les vibrations, les déplacements d'air, la température et cetera, et donc du coup, elles sont très, très, très sensorielles. On est vraiment dans un monde qui est soyeux et non pas poilues, hein, dans un monde soyeux. Elles produisent des fils de soie et elles sont recouvertes de soie au pluriel, des milliers de soies. Heu, Elles sont dans un monde qui est très sensoriel et sensitif, hein. Elles ont les 5 sens, elles ont la vision avec les yeux qu'on distingue sur quelques-unes des images, et
elles ont le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe grâce justement à ces soies sensorielles. Et elles sont assez sensitives du coup, puisqu'elles ont vraiment le toucher et le goût. Et la majorité d'entre elles, comme on l'a dit tout à l'heure, sont solitaires. Donc voilà un petit panorama de cette diversité. Donc ça vous montre un petit peu déjà des formes différentes, des comportements différents. Celle qu'on évoque aussi assez régulièrement sur les réseaux, sur Internet, c'est la petite qui est entre la jaune et celle qui ressemble un peu à une coccinelle, les restes coccinelles. Ce sont les araignées sauteuses avec des gros yeux à l'avant, hein, et donc qui sont souvent bien perçus, hein, donc par rapport à d'autres, même si j'ai reçu aussi des arachnophobes qui n'étaient pas très à l'aise avec ces araignées quand elles sont représentées en macro, hein, avec ces gros yeux à l'avant. Donc ça peut impressionner aussi. Et puis celle qui est vraiment centrale, c'est une de nos mygales, puisque si je donne une définition des mygales égale grosse araignée tropicale, je dis deux choses fausses. Elles ne sont pas toutes grosses, puisqu'il y a à peu près 3600 espèces de mygales au monde. La plus petite fait 1 millimètre de taille de corps, et la plus grosse, on l'a dit dans la gamme de taille, elle est autour de 13 centimètres de taille de corps. Ce qui peut être impressionnant, mais pas forcément dangereux pour l'humain, encore une fois. Et là, c'est une de nos mygales qui vit en Corse en particulier, une de nos mygales maçonnes qui creuse des terriers dans le sol et qui ferme ce terrier par un petit opercule en soie. Et donc, vous voyez là l'araignée en position d'attente qui a soulevé son petit opercule et qui, à la nuit tombée, en général, se met dans cette position en attendant les proies, même si là, elle avait une petite position d'intimidation parce qu'elle avait sans doute été un peu dérangée. Donc, les mygales, on en a effectivement une vingtaine d'espèces en France. Mygales maçonnes qui creusent des terriers avec un opercule et des mygales à chaussettes, donc qui font des petites tubes de soie dans la terre qu'elles prolongent à l'extérieur. Et on en a dans le jardin des plantes à Paris, hein, de ces petites mygales à chaussettes, les atypus, qui remontent aussi jusqu'au Danemark. Donc voilà un petit aperçu de cette diversité d'abord. Alors, c'est vrai que je vous disais tout à l'heure, un des moments pour aller observer un petit peu les araignées, ça peut être le matin. Alors, on ne voit pas forcément toujours les araignées elles-mêmes, mais on voit au moins ce qu'elles ont pu faire. Donc, les fils de déplacement que vous voyez un peu dans tous les sens, et puis ces toiles, je vous l'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire des toiles qui ont des formes quelquefois différentes, hein. Donc, vous avez des toiles bien régulières et par moments, vous avez des petits enchevêtrements, des amas qui correspondent à soit des toiles un petit peu en nappe, soit des toiles qui sont en réseau au bout des rameaux. Alors tout ça, c'est fait effectivement par des fils d'un matériau donc, que j'évoquais tout à l'heure, qu'on appelait la soie, hein. Donc c'est ça qu'on va un petit peu plus approfondir ce soir, c'est ces éléments-là, donc au niveau de la soie. Alors pour démarrer, donc voilà d'où ça sort déjà, hein. Donc vous avez l'extrémité de l'abdomen d'une araignée et en général, au bout de cet abdomen ou au milieu pour certaines, mais en général pour beaucoup d'araignées, ces tubes que vous voyez à l'arrière, donc on appelle des filières qui vont produire des fils de soie, qui sont souvent au nombre de 6, même si quelquefois il y a des araignées, des familles d'araignées qui en ont moins. Mais ces tubes qui sont souples, donc sont au nombre de 6 en général, à l'extrémité de l'abdomen, et c'est par là que vont sortir des fils de soie. Mais les fils, si on les regarde vraiment en gros, hein, donc avec ici une photo au microscope à balayage qui a vraiment énormément grossi, l'extrémité d'une des filières, vous voyez qu'il y a des petits tubes, donc à l'extrémité de chacune des filières, il y a des petits tubes, il y a quelquefois des dizaines de petits tubes, qu'on appelle des fusules, et qui vont chacun produire des fibrilles de soie qui elles-mêmes vont s'agglutiner pour former des fils de soie. Donc vous voyez qu'un fil, quand on l'observe, et quelquefois ce n'est pas évident parce que ça fait 0,007 microns, c'est déjà une sorte de petite ficelle de soie. D'accord? Et vous allez voir en fait d'où ça sort de l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment à l'extérieur. On voit ces petits fils. Et quand on regarde un schéma qui a été fait par celui qui m'a formé sur les araignées il y a une quarantaine d'années, Alain Canard. Voilà, en schématisant, parce que bien évidemment c'est éclaté là, hein, donc vous avez que l'abdomen,
Et ces glandes qui vont produire des fils de soie qu'on appelle les glandes séricigènes, ne prennent pas tout le volume de l'abdomen, hein, donc elles ont été bien éclatées. Elles prennent une petite partie de la face ventrale de l'abdomen dans la réalité, puisqu'ensuite dans l'abdomen, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a les poumons pour respirer, il y a le cœur, il y a le tube digestif avec tous ses diverticules, et il peut y avoir bien évidemment les œufs pour les femelles. Et donc c'est quand même énormément rempli avec un certain nombre d'organes. Donc cette glande, regardez, on peut aller jusqu'à 6 types de glandes différentes chez les araignées. Donc c'est les seuls organismes qui ont 6 types de glandes différentes pour produire des fils de soie. De différentes matières, hein. Alors c'est toujours la protéine de base, c'est toujours la fibroïne, mais avec des compositions dans chacune des glandes qui peuvent être différentes et que l'araignée va savoir utiliser pour tel ou tel usage. Donc vous avez par exemple, en fonction des formes, hein, les auteurs qui ont travaillé là-dessus, donc en fonction des formes des glandes, leur ont donné un certain nombre de noms, donc en forme d'ampoule, ampullacée, tubuliforme, plutôt agrégé, les aciniformes, en forme de flagelle, les flagelliformes, et cetera. Et regardez en fait un petit peu les couleurs, donc qui sont associées à, en général, un certain nombre de fusules que je vous ai montré tout à l'heure dans la diapo précédente. Donc, il y a un amas de fusules qui va être relié à certaines des glandes séricigènes et qui vont être utilisées pour tel ou tel usage. Donc, par exemple, vous avez le fil qu'ont toutes les araignées, qui correspond aux glandes qui sont de coloration un petit peu ici, là, ampullacées, donc verte foncée et bleu foncé, qui vont correspondre en fait au fil de survie qu'ont toutes les araignées, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi le fil de traîne ou le fil de déplacement ou le fil de rappel, hein, ou le fil de survie, c'est toujours le même. Et donc ça, toutes les araignées l'ont. Et c'est celui-là, hein, donc pour ce que je vais dire après, pour l'utilisation et l'inspiration, c'est celui-là qui a été le plus étudié par les scientifiques, puisque c'est celui qui est facilement extrait des filières d'une araignée, puisqu'elles le produisent automatiquement. Alors c'est aussi d'ailleurs celui-ci qu'on retrouve dans un certain nombre de toiles de toutes formes, et pour cette toile géométrique, celui qu'on retrouve, hein, et ces glandes qui sont sollicitées pour faire en particulier les cadres et les rayons. Ensuite, vous voyez qu'il y a une autre couleur qui va vers des points qu'on appelle des points d'attachement. Ce sont les glandes piriformes en bleu ciel. Et ça aussi également, toutes les araignées ont ces points d'attachement et ces glandes, puisque quand elles vont s'accrocher sur un support, elles produisent justement ces petites soies qu'elles vont coller en fait à différents supports. Et vous voyez que dans une toile géométrique, eh bien, il y a d'autres glandes qui sont sollicitées, en particulier les glandes bordeaux et les glandes orangées, donc les glandes agrégées et la glande flagelliforme qui est impaire, et qui vont permettre de produire cette spirale collante. Donc, dans une toile géométrique, tout n'est pas collant, c'est la spirale qui est ensuite collante et qui a des petites gouttelettes de glu régulières. Et ensuite, on a des araignées qui vont emmailloter leur proie. Quand elles vont se nourrir, elles vont d'abord emmailloter leur proie avant effectivement d'injecter le venin et de les liquéfier. D'autres ne le font pas du tout. Et donc, ben, la soie qui est sollicitée pour emmailloter les proies n'est pas du tout la même que celle que j'ai décrite précédemment. Ce sont d'autres glandes qui vont produire ces soies d'emmaillotage et qui correspondent également en fait à une bourre isolante au niveau des œufs que certaines femelles vont utiliser. Et ensuite, bah, toutes les araignées ont aussi en fait des soies qui vont permettre d'envelopper les œufs par une enveloppe externe, hein. Donc ici, vous avez un des cocons qui est assez sophistiqué, ce sont les cocons des pères frelons, les araignées noires et jaunes là, qui sont sur des belles toiles géométriques un petit peu signées, et donc où on a vraiment cette bourre isolante en plus. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense, en fait, la production de soie d'araignée, et les araignées sont vraiment des usines à soie, en fait, hein. Donc c'est les seuls animaux qui font vraiment plusieurs types de fils de soie pour différents usages. Alors vous connaissez d'autres animaux qui produisent des fils de soie, hein. Si on reste d'ailleurs dans les arachnides, c'est-à-dire les groupes proches des araignées, on a des acariens, par exemple, qui peuvent produire des fils de soie, en particulier les acariens tétraniques. Vous avez quelquefois sur des buissons
des grandes nappes de soie où vous avez, si vous regardez bien, plein de petits points rouges, hein, donc qui correspondent à ces acariens qu'on appelle les acariens tyranniques et qui produisent aussi des fils de soie. On a aussi parmi les arachnides des pseudoscorpions qui peuvent produire des fils de soie, et en particulier les femelles quand elles vont entourer leurs œufs. Puis après, vous avez bien évidemment dans d'autres groupes, hein, parmi les insectes, vous avez bien évidemment aussi des insectes qui produisent des fils de soie, et en particulier ceux qu'on utilise depuis très longtemps, hein, donc ce sont les vers à soie, hein, donc, de lépidoptères, donc de papillons, qui produisent bien évidemment des cocons, hein, dont on extrait la soie pour faire un certain nombre, depuis très longtemps, de vêtements en soie. Donc voilà un peu ce que c'est qu'une araignée et les fils de soie qui existent. Alors, juste un petit peu d'histoire quand même, parce que ça fait quand même très longtemps que l'homme s'est intéressé à ça. Et vous avez ici un portrait de François-Xavier Bon de Saint-Hilaire, hein, donc vous voyez les dates. Et il avait quand même fait un mémoire en 1710 qu'il avait présenté à l'Académie royale des sciences de Montpellier. Il avait disserté à l'époque sur l'araignée qui contenait la vertu et les propriétés. Alors regardez bien où on mettait les araignées de cet insecte, hein, puisque effectivement toutes les petites bêtes étaient un petit peu toutes ensemble et c'était catalogué, même certains mille-pattes, etc. Tout ça, c'était dans les insectes. Donc on avait cette connaissance en fait globale de ces petites bêtes. Donc il avait disserté sur cette araignée avec la qualité et l'usage de la soie qu'elle produisait et des gouttes qu'on pouvait en tirer pour la guérison, donc les gouttes qui correspondaient au venin, en fait, guérison de l'apoplexie, de la léthargie et de toutes les maladies soporeuses, hein. Donc vous voyez un petit peu qu'on s'y était intéressé depuis quand même pas mal de temps. Et si on est à peu près dans la même période, on avait également donc de Réaumur qui avait en même temps publié en 1710 à l'Académie royale toujours des sciences de Montpellier. Il avait examiné la soie des araignées en comparant justement encore à l'époque, puisqu'on utilisait déjà celle du ver à soie, en comparant la rentabilité par rapport à celle du ver à soie. On s'était rendu compte à l'époque que ce n'était pas suffisamment rentable déjà pour utiliser les araignées. Mais par la suite, il y a quand même quelqu'un qui a essayé d'utiliser cette araignée que je vous montre, puisque on la trouvait assez fréquemment et donc même vraiment très, très, très souvent à Madagascar. Donc c'est une grande araignée qui peut aller autour de 3 centimètres de taille de corps, donc assez impressionnante, et qui fait des belles toiles géométriques, souvent en soie assez jaunâtre. Donc cette araignée qu'on trouve fréquemment à Madagascar avait attiré en fait l'intérêt d'un certain nombre de personnes, et vous allez voir qui après. Et donc je vous présente cette photo parce que là, il y a un gros dimorphisme sexuel entre les mâles et les femelles. C'est là où il y a vraiment le plus grand dimorphisme sexuel de taille entre mâles et femelles, les mâles vivant d'ailleurs en kleptoparasites sur les toiles des femelles, donc ils ne construisent pas eux-mêmes leurs toiles, et ils attendent que la femelle se nourrisse, comme vous la voyez là, en fait, elle avait emmailloté une proie et elle se nourrit. Et à côté, il y a un petit mâle qui attend tranquillement, il va prendre une partie, à un moment donné, descendre éventuellement tout doucement, il ne se fait pas prendre par la femelle, sur une partie de la proie pour lui-même liquéfier une petite partie et puis et se nourrir. Donc le mâle, il est ici. Donc vous voyez quand même qu'il y a une grosse différence de taille. Alors sur ces toiles-là, il peut y avoir aussi en fait des kleptoparasites qui ne sont pas de la même espèce et qui sont d'une autre espèce, donc, et d'une autre famille, hein, donc on appelle des Theridiidae, des Argyrodes, et qu'on peut trouver aussi donc, aux alentours, en attendant que la femelle, quelquefois, laisse dans un coin de cet échafaudage donc en soie, laisse un petit peu en garde-manger avant de s'en nourrir complètement. Donc si on regarde, si on fait un petit focus sur un mâle avec ces bulbes copulateurs, hein, qu'on trouve ici, donc là on voit la photo d'un accouplement avec l'abdomen d'une araignée très grossi, et vous voyez le petit mâle qui est en train de s'accoupler avec la femelle. Donc cette néphile de Madagascar, donc Trichonephila inorata madagascariensis,
Eh ben, on avait observé donc ces grandes toiles et donc un certain nombre de personnes s'étaient dit: «Bah, ça c'est intéressant parce que c'est vraiment une grande fileuse et donc on va pouvoir l'élever pour récupérer des fils de soie» et celui qui a fait ça, c'est le père Camboué qui était un missionnaire jésuite à Madagascar, donc qui a vécu à Madagascar de 1882 à 1909, qui était né en 1849 et qui a fait plusieurs ouvrages en fait sur, l'arachnologie et même l'entomologie. Il avait même envoyé des échantillons de soie de cette néphile dorée, puisque je vous ai dit qu'effectivement donc les beaucoup de néphiles avaient de la soie, un peu dorée, celle qu'on d'ailleurs on surnomme l'alabé, hein, donc à Madagascar et il avait envoyé ça, au laboratoire lyonnais, de la condition des soies puisque c'était voilà, c'est quand même à Lyon qu'il y avait, effectivement donc ces expériences sur les vers à soie au départ et comment il extrayait les fils de soie de ces grandes néphiles qu'il avait capturées, qu'il mettait un peu dans des échafaudages de petites boîtes. Vous voyez un petit peu son schéma, on parle de la traite des araignées du père Cambouis. C'était, la création de la première école d'aranéiculture, donc de culture d'araignées, entre guillemets, à Tananarive en 1896. Donc les araignées étaient un peu dans une sorte de guillotine, hein, donc avec l'abdomen qui ressortait par le trou et à partir du moment où on sollicite un peu l'araignée, elle va produire des fils de soie. Donc ces premiers fils qu'elle va produire, c'est les fils que je vous ai montrés tout à l'heure, des fils de traîne ou de rappel ou de déplacement et à partir de là, donc il entourait ça, il y avait un rouet et il tirait, il tirait, il tirait, il entourait ça autour d'un rouet, il récupérait comme ça des fils de soie d'araignée et à partir de là, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites avec cette soie d'araignée qui était récupérée. Alors ils avaient prélevé sur le terrain énormément de néphiles pour, essayer de rentabiliser un petit peu ça. Mais le problème, c'est que ces araignées sont quand même des animaux qui sont des prédateurs, qu'il fallait quand même des espaces suffisants pour pouvoir les élever pour pas qu'elles se mangent entre elles, puisque, un des gros prédateurs des araignées, ce sont les araignées elles-mêmes quand même et qu'il fallait du coup aussi élever des proies en parallèle. Donc c'était quand même assez contraignant, hein, par rapport aux vers à soie qu'on met dans des espaces, on leur met des feuilles de mûrier et puis on récupère les cocons après. Donc du coup, c'était quand même plus contraignant et on s'est rendu compte que c'était pas aussi rentable que les vers à soie. Donc une des observations qui avait été faite par De Réaumur justement sur la rentabilité. Donc voilà comment étaient faites les premières écoles d'aranéiculture. Donc ça s'est arrêté dans les années 1900 et à l'époque, ils avaient même fait, alors ils ont fait des sortes de revêtements en soie de baldaquin, hein. Il y avait des baldaquins, des porteurs, avec des enfin non, des porteurs avec des chaises à porteurs, il y avait ça. Et puis ils ont fait aussi un baldaquin de lit, qui devait être présenté à l'exposition universelle de 1900 et qui s'est abîmé en mer avant d'arriver à l'exposition universelle. Donc du coup, ils n'ont pas pu présenter ça. Mais voilà, donc à l'époque, il y avait déjà des choses, il y avait aussi des gilets qui avaient été faits, des gants et cetera, des écharpes en soie d'araignée. Donc voilà quelques échantillons justement qui sont présents encore, donc à Lyon, hein, dans les collections avec, ces petits écheveaux de soie d'araignée, de soie dorée, avec un petit échantillon donc tissé, en soie d'araignée. Alors c'est vrai que le matériau donc tel qu'il est là, alors là vous avez justement les, élevages de vers à soie. Donc vous voyez on peut récupérer cette soie beaucoup plus facilement et on s'était rendu compte qu'effectivement la soie d'araignée était un matériau vraiment très extensible par rapport à ceux du ver à soie qui sont vraiment très résistants aussi, avec une protéine de base qui est la même, hein, c'est la fibrouine, mais beaucoup moins extensible. Et donc là, on parle de beaucoup plus extensible que de la gomme, par exemple, hein, et qui se permet justement, grâce à cette extension et cette élasticité, de supporter des charges qui sont vraiment très importantes. Et là, ces résistances étaient supérieures à celles de l'acier. Donc une toile d'araignée, ça s'est formé donc si on retransposait une toile d'araignée, hein, formée avec des câbles d'1 millimètre d'épaisseur, on s'est rendu compte, si on transpose tout ça, que ce serait capable d'arrêter un Boeing 747 en plein vol quand même, hein. Donc ils ont essayé d'ailleurs dans les usages, possibles qui sont, évoqués maintenant à l'heure actuelle, de faire justement des filets d'arrêt des avions donc avec des soies d'araignée et donc vous voyez,
on a essayé d'abord d'utiliser aussi les araignées en recréant un petit peu ce rouet donc de l'époque du père Cambouis pour récupérer les fils de soie d'araignée. Alors pour rentrer un petit peu dans cette structure, hein, c'est vrai que les chimistes se sont intéressés depuis très longtemps en fait à la soie et ont, pu, extraire un certain nombre d'éléments de cette soie. Donc, la principale donc, protéine, c'est la fibroïne, hein, donc qui est une protéine fibreuse, de plusieurs centaines d'acides aminés. Donc on a plusieurs acides aminés dont les principaux donc, c'est la glycine et l'alanine et vous voyez un peu donc la représentation en fait de ces enchaînements de feuillets en fait qui sont un peu ordonnés, qui donnent la solidité en fait à cette soie d'araignée et il y a une structure plutôt non ordonnée, hein, donc on parle d'amorphe au niveau, physique, qui donne cette élasticité. Donc c'est ça la fibroïne et c'est ça les fils de soie d'araignée. On s'était, rendu compte effectivement de ces propriétés il y a quand même, vous voyez bien, très longtemps. Donc depuis, effectivement, il y a eu quand même des essais avec des élevages, même si, il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont, amusés après à reproduire ces élevages, puisque c'était encore une fois, je vous le répète, très contraignant. Mais les essais qui sont faits à l'heure actuelle, je vais vous le montrer après, sont faits avec peut-être d'autres organismes que les araignées elles-mêmes. Alors il y a eu des essais il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était vous voyez, en 2009 et 2012. Il y a eu une robe qui a été exposée en fait en 2009, vous voyez en fait le temps que ça a pris pour être confectionné et le nombre de personnes et d'araignées qu'ils ont quand même élevées pour faire cette robe juste comme ça pour être exposée. Alors on peut se poser des questions encore, hein, à l'heure actuelle sur l'aspect éthique, hein, de ce genre de choses. Bon, quand on voit effectivement donc, il a fallu quand même 1 million d'araignées, pour pouvoir créer cette robe qui a été exposée et juste portée une seule fois. Je pense que c'est pas effectivement, des exemples «à suivre» entre guillemets. Alors vous voyez qu'en 2012 aussi, il y a, ce, physicien, japonais qui avait aussi lui élevé des néphiles, hein, pareil, hein, qui a récupéré en fait des fils de soie, donc avec ces 300 néphiles et qui a, créé des faisceaux de 3 000 à 5 000 fils, pour les assembler et créer des cordes de violon. Apparemment, il y avait un beau son avec ces cordes de violon en soie d'araignée. Bon là encore, c'est des exemples très ponctuels. Les objectifs qui sont faits par rapport à des soies qu'on veut maintenant, donc ces protéines qu'on veut synthétiser et faire produire par d'autres organismes, les applications, vont bien évidemment dans le textile, hein, en priorité, mais ça peut être aussi des fibres optiques, des fils de suture qui existent d'ailleurs en partie déjà, hein, avec des fils synthétiques, hein. Des cordages, des voilages, il y a aussi des choses qui ont été faites, donc au niveau des chaussures et puis, ce qu'on a mis en avant, au tout début, c'était aussi les gilets pare-balles puisque l'armée américaine a été enfin une des premières, institutions à essayer de dire: «Ben voilà, on peut utiliser la soie d'araignée, on va peut-être mettre ça dans des gilets pare-balles» et donc effectivement, il y a quand même eu des créations et des dépôts de brevets qui ont été faits. En particulier, vous voyez Spyber, qui a été fondé en 2007 et où ils ont fait quand même, des, sortes de poudres de protéines, hein, donc de la fibroïne, qui récupérait, qui fermentait, donc avec eau, sucre et microbes, qui raffinait, donc ça c'est tout l'aspect un petit peu, cuisine un petit peu après, de tous ces éléments et qu'ils ont transformé en divers tissus dont ce type de soie. Alors après il y a beaucoup heu, de discussions entre, les chercheurs pour se dire: «Est-ce que c'est vraiment les mêmes qualités que la soie naturelle d'araignée?» Ça se pose encore au niveau des questions. Un des premiers aussi qui a, travaillé, et qui travaille toujours sur, la soie d'araignée, c'est, un Allemand, donc Thomas Scheibel, qui a fondé en 2008 donc une entreprise qui s'appelle Amsilk et qui a déposé un brevet donc, qui s'appelle BioSteel, où il a, effectivement, élevé des néphiles, mais il a récupéré un certain nombre de fils et ensuite il a récupéré aussi des gènes donc de la production de ces soies d'araignée, et il a introduit ça dans des bactéries.
Donc ensuite, il y a tout un schéma, hein. Il ouvre ses bactéries, il purifie tout ça, il récupère des morceaux de protéines de soie et puis au départ, il a fait ça sous forme de poudre, hein, de gel pour des cosmétiques, mais maintenant il produit aussi, des fils et il a mis ça sur le marché et c'est disponible en quantité, alors industrielle, pas non plus en grande quantité, mais bon, qui peuvent être utilisés maintenant pour des implants médicaux, et en plus, c'est hyper, tolérant et c'est biodégradable, donc ça a beaucoup de propriétés très intéressantes. Alors je vous le disais, effectivement, au départ, donc les Américains, hein, et en particulier l'armée américaine, la défense américaine avait évoqué les gilets pare-balles et après il y a eu des partenariats qui ont été faits en 2013 avec en particulier, les laboratoires, donc qui ont été un des premiers de la voie transgénique. Alors je ne donne pas mon opinion sur le côté transgénèse par rapport à effectivement ce qu'on est en train de faire. Ça a été aussi, fait, à partir de vers à soie. Faut savoir, il faut se poser des questions sur jusqu'où on peut aller quand on fait effectivement de l'inspiration et de la du biomimétisme. Mais ils ont effectivement lancé, cette, Dragon Silk, hein, donc qu'ils ont, en partie, utilisé pour les intégrer dans des gilets pare-balles. Mais ça marche, ça s'est plus ou moins arrêté parce que ça marche pas forcément très bien. Et puis vous voyez que bon, il y a d'autres entreprises qui s'y sont mis et en particulier une qu'on appelle, Arachnitech, qui a été fondée en 2014. Ils ont fait des films de suture et eux, ils ont fait ça à partir de chèvres. Donc on a des chèvres araignées, donc je reparle de la transgén de du côté transgénique, hein, les chèvres ne sont pas vraiment des animaux qui vont produire des fils de soie, contrairement aux vers à soie. Ils récupéraient ça dans le laitage des chèvres et après il y avait tout aussi, la cuisine pour arriver à récupérer ces filaments. Donc ça s'est aussi arrêté. Donc vous voyez qu'en fait la soie d'araignée, hein, c'est quelque chose qui est très inspirant, hein, depuis très longtemps, hein, et puis il y a aussi donc les fils dont encore une fois je répète, ce sont les fils de déplacement qui sont les plus étudiés, hein. Mais on s'est rendu compte aussi que dans des toiles d'araignée, donc je parlais tout à l'heure de la spirale avec les gouttelettes de glu, hein, donc on voit bien là avec la rosée du matin, bah, ces fils, qui ne correspondent pas donc au cadre et qui correspondent en fait à ces fils de capture, hein, ce qu'on appelle des films de capture, parce que c'est là que les insectes qui tombent dans la toile, vont se coller, bah, sont aussi étudiés et en particulier par un autre groupe avec qui j'ai travaillé, donc puisque je ne suis pas physicienne, hein, je suis biologiste, donc j'avais apporté mes connaissances sur, l'aspect biologique, élevage, la répartition des araignées et cetera et l'Oxford Silk Group, utilise en élevage, des néphiles aussi, hein, donc ils ont des néphiles en élevage et ils récupèrent donc des fils, de capture pour étudier aussi donc les petites gouttelettes que vous voyez, donc quand on se rend compte et quand on les examine, on se rend compte qu'il y a effectivement une élasticité très importante, non seulement des fils, mais du fait que dans ces gouttelettes, il y a une petite pelote de fil qui va, au moment de l'impact d'une proie, donc s'étendre et revenir à sa position initiale avec ce rembobinage à l'intérieur de la gouttelette qu'ont observé donc mes collègues, donc Sébastien Nekirch et puis Arnaud Antoviak, qui travaillent en fait à Jussieu à côté du muséum, et ils sont encore en train de travailler là-dessus depuis des années. Ils ont donc effectivement classé ce matériau au niveau physique, non pas, par sa résistance, mais plus par sa ténacité. Donc il faut dépenser beaucoup d'énergie pour que ces fils se cassent par rapport à des fils du Kevlar ou d'autres types de fils. Donc vous voyez qu'il y a quand même encore des études qui sont poussées. Alors ça, c'est vraiment l'élément principal de l'inspiration des araignées, c'est vraiment ça. Mais néanmoins, ça fait quand même un moment aussi qu'elles ont été très inspirantes pour les architectes. Puisqu'on a parlé au départ des toiles qui peuvent avoir des formes différentes et qui en plus sont effectivement de structures, avec les enchevêtrements, régulières ou irrégulières, bah, ça peut être hyper intéressant à regarder au niveau architectural pour, faire, des structures, qui, sont, soit résistantes, soit, effectivement avec, un certain design, on va dire.
Donc la forme d'étoile, en fait, est utilisée en architecture, hein, donc avec, effectivement, quelquefois on retrouve des structures avec des câbles d'acier qui sont inspirés, hein, donc des fils d'araignée, et essayer de faire effectivement des choses qui soient assez légères avec plus que des charpentes, en fait, complètement traditionnelles. Donc si on regarde cette inspiration, par exemple, bah, voilà une espèce d'araignée qu'on trouve fréquemment dans les buissons, qu'on appelle l'Agélène à labyrinthe, l'Agélena labyrinthica, qui fait comme nos tégénaires, hein, c'est la même, les tégénaires des maisons, c'est la même famille, les Agélénidae. Heu Elle a une toile en nappe avec, un entonnoir et vous voyez en fait l'inspiration dans, cette, galerie, marchande, avec cette ouverture et donc ils ont refait une, sorte de charpente, ouverte comme une nappe avec l'entonnoir qui va vers toutes les structures en fait, commerciales qui sont par le dessous. Bon, j'avais pas pensé qu'il pouvait y avoir aussi ce type d'inspiration, hein, quand même. Autre inspiration, alors je pense que vous connaissez peut-être un peu plus, c'est, le stade olympique de Munich. Donc vous voyez sa forme et vous voyez, la toile inspirante, au-dessus qui est également une toile en nappe qu'on trouve assez fréquemment, donc dans les buissons, qui a complètement inspiré donc ce stade olympique de Munich. Alors après pour l'anecdote, il y a, voilà, vous retrouvez, ce jeu, hein, qu'on appelle l'araignée d'ailleurs, hein, qui permet aux enfants, petits et grands, de grimper là-dedans dans ces enchevêtrements de fils, qui correspondent à des sortes de toiles en réseau, hein, donc qu'on peut retrouver aussi pour un certain nombre de familles. Donc si on pousse un peu plus loin, je reprends cette image maintenant d'une araignée elle-même. Là, l'inspiration venait des fils et de la structure des toiles, donc au niveau de l'observation. Mais si reprend l'araignée elle-même, je vous ai dit tout à l'heure que, le corps était recouvert de soie, hein, et donc on reprend cette photo que je vous avais montrée dans la diapositive avec les multitudes de petites araignées, où on retrouve cette araignée qui a voilà, les soies plus visibles, la patte un petit peu en l'air pour sentir un peu l'environnement. Là, vous voyez bien ses yeux d'ailleurs aussi, hein, donc les 8 yeux, hein, puisque la majorité des araignées ont 8 yeux en 2 rangées, avec les chélicères à l'avant, donc il y a les pédipalpes, là on a une femelle, hein, il n'y a pas de bulbe copulateur, et puis les chélicères, donc les tiges que vous voyez un petit peu plus sombres, les crochets étant repliés à la base. Donc ben, les revêtements de soie sont peut-être aussi quelque chose d'inspirant. Ce sont des soies qui peuvent avoir, quand on zoome un petit peu dessus, des formes très particulières, quelquefois sur le corps qui sont des soies de revêtement avec des formes de plumes, des formes de palettes, etc. Et donc, ben, un certain nombre de chercheurs aussi, en physique en particulier, ont cherché à comprendre quel était le fonctionnement de ces soies. Et ben, on s'est rendu compte qu'elles étaient quand même, pour la grande majorité d'entre elles, hydrophobes. Donc s'il y a des petites gouttelettes d'eau qui tombent sur, le corps d'une araignée, vous avez peut-être déjà vu ça, hein, donc il y a une petite gouttelette qui reste. L'araignée d'ailleurs peut boire, grâce à ça, vous avez des araignées quelquefois qui récupèrent avec leurs pattes, qui ramènent la petite gouttelette qu'elles avaient sur le corps vers leur bouche et qui peuvent boire de cette façon-là. Donc vous avez des petites soies, très particulières et ça, effectivement, inspiré en particulier sur les argironettes dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc l'araignée aquatique, Argyroneta aquatica, qui fait vraiment, une bulle d'air, hein, donc c'est un peu l'araignée scaphandrier et qui va récupérer l'air donc à la surface, de l'eau, hein, de la mare dans laquelle elle vit. Elle sort son abdomen, elle redescend, son abdomen sous l'eau et l'abdomen est complètement recouvert, ainsi qu'un peu les pattes, d'une bulle d'air. Donc elle va ensuite descendre, pousser cette bulle d'air, donc qui va remonter vers la surface, sauf qu'au départ, elle a au préalable fait un petit dôme en filament de soie, très, très léger, hein, ça fait comme un petit nappage et la bulle d'air est coincée, elle fait ça plusieurs fois pour se faire sa petite cloche à plongeur. Donc un certain nombre de physiciens se sont intéressés à ce revêtement, parce qu'on s'est rendu compte que les soies étaient très, très denses en fait sur le corps de l'argyronnette et donc avaient cette propriété hydrophobe.
Et donc du coup, il y a des équipes, du Collège de France en particulier et des collègues du CNRS, hein, donc qui se sont intéressés à ça il y a quelques années et qui sont passés de cette araignée aquatique à une application, qu'on n'imagine absolument pas, hein, un catalyseur sélectif à base de cuivre qui est bio-inspiré justement, et capable de transformer du CO2 en carburant. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Ils se sont rendus compte qu'effectivement sur l'Argéronette, il y avait ces soies hydrophobes, donc on les voit en fait sur le schéma, que ça permettait d'avoir en fait une sorte de solution aqueuse qui permettait de capter en fait un peu les gaz, donc on a la surface de l'abdomen. Et puis ils ont voulu reproduire ça en fait, pour, des catalyseurs. Alors bon, toute la technique et tout ça, moi je suis pas du tout dans le domaine, hein, je peux pas vous l'expliquer. Mais c'est quand même assez bluffant de pouvoir, voir que cette inspiration à partir des soies d'araignée hydrophobes peut aller jusqu'à, ce genre d'application. Donc voilà un petit peu, je voulais pas non plus être trop longue par rapport à cette présentation. Donc, bien sûr, je vous ai pas présenté toute la diversité des araignées, mais c'était vraiment axé sur cette inspiration, hein, donc qu'elles peuvent avoir, par rapport à leurs caractéristiques. Et bien évidemment, je vais finir sur, elles produisent du venin. On a dit que c'était des animaux venimeux. Donc il y a un certain nombre de structures qui, travaillent sur, les venins. Alors en priorité, donc que ça soit Alpha-Biotoxine, donc qui est une entreprise qui est belge, Venom World qu'on a ici en France ou la Toxan, qui est un peu mondiale. Les études sur les animaux venimeux sont surtout faites sur les serpents, hein, depuis très, très longtemps, bien évidemment, d'autant plus avec, dans certaines régions du globe, des problèmes de santé publique quand même après des morsures de serpents. On est autour de 100 000 cas de mort chaque année dans le monde entier avec des morsures de serpents. Les deuxièmes qui ont été les plus étudiés, ce sont les scorpions. On a à peu près 2 500 cas de morts chaque année dans le monde, hein. C'est pas énorme non plus, mais bon, ça 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 crée des problèmes de santé publique dans certains pays aussi. Et les araignées ne sont pas les plus étudiées puisqu'il n'y a pas de problème de santé publique justement avec les araignées, puisqu'on est autour de 0 à 15 cas de mort chaque année dus à des morsures avérées d'araignées, pas les supposées. Et du coup, c'était pas forcément la priorité. Néanmoins, ces entreprises quand même travaillent aussi sur les venins d'araignées parce qu'on s'est rendu compte que, au niveau des toxines, c'était très varié. Alors il y a seulement à peu près 200 espèces d'araignées qui sont étudiées à l'heure actuelle, dont les venins sont étudiés. Maintenant avec les techniques d'ailleurs, moléculaires et les techniques d'extraction avec des très faibles quantités, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, on peut arriver à extraire des choses et les applications pourraient être effectivement des nouveaux médicaments pour soigner un certain nombre de maladies, mais également des antibactéries, des antifongiques, pour les cancers, hein, des antitumeurs et des bioinsecticides aussi. Et là, vous voyez en fait la façon de quelquefois extraire, que ça soit, manuellement ou quelquefois de stimulation électrique d'ailleurs, qui est de moins en moins utilisée. Les Une expérience qu'on avait faite, hein, c'est la main d'une collègue, hein, Marie-Louise Sellerier, qui faisait, pendant sa carrière, qui a travaillé avec des chimistes et qui faisait des prélèvements de venin en faisant crocheter des mygales qu'elle avait en élevage, sur, des supports et vous voyez une petite gouttelette, de venin qui ensuite est récupérée par pipette. Donc vous voyez que les araignées peuvent être, assez inspirantes. Encore une fois, posons-nous des questions sur jusqu'où on peut aller, mais il peut y avoir effectivement des applications. Donc, j'espère que vous avez suivi un peu mon fil, comme on peut suivre les fils des araignées, sachant qu'elles ont, la capacité de se disperser souvent par la voie aérienne en s'envolant comme des aéronautes dans les airs et pour coloniser un peu tous les milieux. C'est pour ça qu'on les retrouve assez fréquemment un peu partout. Je vous remercie de votre attention.